Bon, écoutez, nous allons poursuivre la matinée. Donc là, va être engagée une discussion autour de l'innovation. Et on a souhaité que soient présents aujourd'hui un certain nombre de représentants de l'innovation qui sont en lien avec la stratégie d'accélération SADEA. Et ils vont se présenter. C'est Karine Gauche qui nous fait le plaisir d'animer cette table ronde. Et Karine, elle est membre du conseil scientifique du PEPR. Vas-y, dis tout. Donc bonjour à tous, inutile de me présenter, simplement je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro Montpellier avec un passé en entreprise préalablement. Donc l'innovation est au cœur des stratégies d'accélération, innover pour réussir les transitions agroécologiques et alimentaires. Et donc là, effectivement, il y a un panel d'intervenants qui permettent de refléter le continuum de l'innovation jusqu'à son transfert. Et donc, je vais juste vous dire comment la table ronde va se dérouler. Donc, dans un premier temps, chaque intervenant va se présenter, mais aussi mettre en perspective ses activités par rapport à l'innovation dans la stratégie SADEA. L'idée, c'est aussi de refléter les mesures complémentaires qui sont dans la CDA, les PEPR, les grands défis robotiques, etc. Dans un second temps, donc 5 à 6 minutes par personne. Dans un second temps, on abordera un certain nombre de questions qu'on a identifiées plus particulièrement. Et dans un troisième temps, il y a une bonne vingtaine de minutes qui seront consacrées aux échanges avec la salle. Donc, on va commencer tout d'abord par Pierre. Donc, je te laisse la parole, Pierre. Là, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Pierre Labarthe, je suis chercheur en économie à l'INRAE. Pour me présenter rapidement, je travaille sur l'accompagnement de l'adoption d'innovation par les agriculteurs. Et plus particulièrement, je me suis beaucoup intéressé au rôle des services de conseil dans l'accompagnement des agriculteurs. Et plus particulièrement, je me suis beaucoup intéressé aux effets de la privatisation de ces services sur l'accompagnement des agriculteurs. Et c'est par ce biais-là que je me suis intéressé au digital parce que j'ai vu arriver des firmes qui commercialisaient des solutions numériques aux agriculteurs et qui venaient quelque part concurrencer ou transformer le conseil agricole. Dans le cadre du PEPR, je suis le porteur d'un projet qui s'appelle Coeditag avec Isabelle Piot-Le-Petit. L'objectif de ce projet, c'est de comprendre la coévolution entre, d'une part, la transformation des modèles agroécologiques du secteur agricole et, d'autre part, les trajectoires de développement de nouveaux équipements et des technologies numériques. On étudie plus précisément trois objets, la robotique, les outils d'aide à la décision et les plateformes. Alors les plateformes, c'est peut-être un objet un peu plus original par rapport à d'autres projets, qui renvoie plus à du numérique générique. Donc on s'intéresse à des plateformes comme Le Bon Coin, des plateformes de financement participatif ou autres, qui transforment beaucoup les régulations économiques et sociales du secteur agricole. La particularité principale de ce projet, c'est d'être un projet pluridisciplinaire en sciences sociales. Donc on a des laboratoires en économie, en sociologie, en géographie, en sciences politiques et en sciences de gestion principalement, avec aussi des collègues des sciences du numérique et un peu des sciences agronomiques. Et ça veut dire que la coévolution entre la transformation des modèles agroécologiques du secteur et le développement des technologies numériques, on va le regarder avec des questions vraiment classiques des sciences sociales. On va s'intéresser au marché de ces technologies, à la façon dont elles sont produites. On va s'intéresser à leur impact sur le travail et l'emploi dans le secteur agricole. On va s'intéresser aussi à leurs effets sur la façon dont les connaissances sont produites pour et avec les agriculteurs. Et enfin, on s'intéresse aussi aux politiques publiques, à la fois comment le digital en agriculture est soutenu et comment le digital transforme les politiques publiques du secteur agricole. Donc pour ce faire, ça veut dire qu'on met beaucoup un accent sur la compréhension des pratiques et des stratégies des acteurs. Et du coup, grâce à la taille du projet, on peut quand même voir une grande diversité d'acteurs. On va travailler sur et avec les agriculteurs, mais aussi d'autres travailleurs, salariés
ou à aides familiaux. On va s'intéresser aux conseillers, aux courtiers en connaissances, aux ingénieurs, aux créateurs de start-up, aux décideurs de politique publique, et puis à quelques acteurs un peu plus originaux pour la recherche en sciences sociales qu'on voit rarement, comme les concessionnaires de matériel agricole ou les entrepreneurs de travaux agricoles qui jouent un rôle de plus en plus important dans la diffusion de ces technologies. Et puis, dernier point, on a aussi l'objectif qui est, je pense, important pour cette stratégie d'accélération, de créer une communauté. Donc, on est un projet avec beaucoup de laboratoires, on est 16 laboratoires, pour vraiment essayer de créer, de consolider une communauté de chercheurs en sciences sociales et chercheuses en sciences sociales sur ce sujet. Merci Pierre. On peut passer la parole à Cédric pour le grand défi robotique. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Cédric Seguinot, le directeur donc, du grand défi de la robotique agricole depuis 15 jours. Donc, je fais partie de l'association donc, Robagri. Robagri, c'est une association qui a le mérite d'essayer de regrouper tous les acteurs de la filière de la robotique agricole. Donc, il y a 4 collèges, le collège des constructeurs, des équipementiers, celui des instituts de recherche et des représentants des utilisateurs. Donc c'est une association assez riche justement pour confronter les besoins du terrain avec tout ce qui est démarche d'innovation et puis mise en œuvre après de solutions concrètes par les acteurs privés. Robagri s'est vu confier par le SGPI la direction du grand défi de la robotique agricole dans l'objectif vraiment d'accélérer et la mise en place de cette filière d'excellence en France, avec vraiment une ambition d'être en capacité de travailler à plusieurs échelles. Le transfert de l'innovation, donc vraiment essayer d'aller identifier quelles sont les nouvelles pratiques agroécologiques qui pourraient être rendues possibles grâce à la robotique. Donc un travail d'innovation et de recherche à la fois sur les équipements et également sur les pratiques agricoles. D'essayer d'identifier également. On est vraiment sur un monde matériel quand on parle de robotique, donc il y a des temps de développement, il y a la matérialité des champs, donc tout ça met du temps à développer. Donc on a un travail qui est réalisé sur essayer d'accélérer l'aide à la conception. L'aide à la conception pour arriver rapidement à avoir des solutions à disposition des agriculteurs. On y reviendra certainement par la suite. Et puis un troisième niveau également sur lequel on intervient, c'est globalement aider à la dissémination, accélérer l'acculturation de ces nouvelles technologies dans les fermes pour que rapidement le marché se développe et que les constructeurs soient en capacité d'avoir des perspectives viables et un peu plus sûres que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc le grand défi se positionne vraiment à toutes ces échelles-là d'aide et d'accélération. C'est un petit peu une tour de contrôle. Et moi, ce que j'ai constaté là depuis que je suis en poste, donc c'est assez récent, mais c'est que globalement, on a quand même un risque d'émiettement, je trouve, des aides et de l'accompagnement un petit peu à tous les niveaux. Donc notre objectif, là, côté grand défi, c'est que dès que l'on parle robotique agricole, on soit un petit peu en tour de contrôle, en capacité d'identifier toutes les initiatives et les différents programmes et de mettre du sens là-dedans. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir de l'impact. Et qui dit de l'impact dit de la structure et comprendre l'écosystème. Donc je suis très content d'être ici parce que typiquement, le lien avec le PEPR agro-écologie numérique fait partie des axes forts pour toute la partie innovation. Merci beaucoup Cédric. Effectivement, on reviendra sur un certain nombre de détails par la suite. Je passe la parole à Maxence. Je te remercie, Karine. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis Maxence Galdin. Je travaille pour Inrae Transfert, qui est la société, la filiale d'Inrae, qui s'occupe de la gestion de la valorisation des contrats et des projets de recherche d'Inrae. J'interviens aujourd'hui puisque je travaille en tant que chef de projet pour 2 consortia, donc Astragal et Bioscale, mais je vous parle aujourd'hui principalement du programme Astragal. Alors, qu'est-ce qu'Astragal ? Lorsque j'ai préparé ma présentation, je me suis dit, comment rendre un peu mon pitch un peu sexy ? Et je me suis dit, je comptais sur mes doigts les différents points. Je dis, en fait, Astragal, je peux le résumer en 5 points. Le premier, Astragal, c'est un consortium unique qui réunit l'ensemble, en fait, des organismes de transfert qui sont compétents, qui travaillent sur le financement de projets de prématuration et de maturation, afin de l'objectif d'Astragal, ça va être de favoriser le transfert et favoriser la transition agroécologique
des systèmes agricoles et garantir des systèmes alimentaires durables. Et pour ce faire, nous, on travaille, en fait, les 18 partenaires d'Astragal, donc des SAT, des OTT, donc des ONR, ainsi que des universités, on travaille et on cofinance des projets de prématuration et de maturation. Le deuxième point, c'est sur quel sujet? En fait, nous, on est positionné sur 2 stratégies nationales d'accélération qui sont SADEA et ADFS. L'objectif, nous, à travers ces 18 partenaires, et nous, en tant que chef de file, donc ça me vient sur le 3e point, c'est que c'est co-géré par 3 chefs de file, INRAE Transfert pour la partie co-maturation, pour la partie prématuration, et la SAT Accélère et la SAT Paris-Saclay pour la phase de maturation. Pour Accélère, c'est la SNA ADFS, et pour Paris-Saclay, c'est SADEA. Donc nous, notre objectif, ça va être de cofinancer des projets et d'accompagner le transfert des résultats de recherche afin de les faire maturer. Et donc, d'une part, pour la partie prématuration, ça va être d'assurer des POC, donc des preuves de concept. Puis, pour la partie maturation, d'aller voir assurer en fait la maturation de ces projets pour pouvoir les transférer au niveau des partenaires socio-économiques, donc des entreprises. Et ça peut passer par différents dispositifs. Donc, ça peut aller la protection des résultats, la protection par des brevets, par la gestion de licences ou le transfert de compétences, de connaissances, de savoir-faire, ou bien la création de start-up. Et donc nous, pour le 5e point, c'est un programme qui va parcourir sur 5 ans et on dispose de 50 millions afin de cofinancer des projets de prématuration et de maturation. Et pour vous donner un petit peu quelques chiffres, lorsque j'entends parler de cofinancement de projets de prématuration, nous, ce sont des financements qui peuvent aller pour la partie prématuration de 80 000 €, ce qui représente 70% du montant du projet. Et pour la partie maturation, c'est 50% du montant du projet avec un plafond de 400 000 €. Donc c'est des projets plutôt intéressants. Et dernier point, comment nous on s'insère en fait dans ce process-là. Si vous vous rappelez la présentation de Virginie Benoît du SGPI de hier matin, elle avait présenté une slide avec l'ensemble des dispositifs. Donc nous, on se situe plutôt en amont, juste après les PEPR, puisque notre objectif, c'est d'aller nous intéresser aux projets qui vont sortir, aller détecter des résultats qui sont intéressants et pouvoir les lancer dans le process de transfert des technologies. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Maxence. Je vais passer la parole à Patrice pour continuer dans ce continuum de la recherche-innovation au financement. Oui, bonjour. Je vais vous dire quelques mots de l'INRIA Startup Studio. Je commence par vous avouer que je suis un usurpateur parce que c'est Sophie Pellat, la co-directrice de l'INRIA Startup Studio, qui devait venir ici. Et elle a été atteinte par la grippe, donc elle ne peut vraiment pas venir. D'une part parce qu'elle est malade et elle n'a pas envie de vous contaminer en plus. Donc INRIA Startup Studio, ça concerne la partie... le volet numérique de agroécologie et numérique. Et c'est un programme qui a été créé par INRIA et qui est porté, financé, animé par INRIA pour financer et accompagner des porteurs et porteuses de projets de création d'entreprise qui intègrent des éléments deep tech numériques. Et en pratique, ça signifie quoi? Ça signifie que on construit une envie de... on détecte, quelqu'un nous détecte ou quelqu'un ou quelqu'une nous signale une envie de création, qu'on construit son parcours pendant 1 an, et puis on le finance, on embauche la personne, ou on embauche les personnes s'il y a plusieurs personnes, et puis on les accompagne sur tout le développement entrepreneurial, avec éventuellement un support technique si c'est nécessaire, et c'est régulièrement nécessaire, mais en général les personnes sont dans l'équipe qui porte ça, il y a quand même des gens qui sont qualifiés sur le point de vue numérique.
Et puis, on les forme sur tous les éléments qu'ils ne connaissent pas sur l'entrepreneuriat pour les amener juste à la veille de la création d'entreprise dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, je vous parle de numérique, mais dans nos projets, il y a, on va dire, à peu près la moitié des projets qui sont des projets d'entreprise du numérique pour le numérique. Typiquement, des projets qui vont porter des solutions de cybersécurité. Donc là, on ne tourne pas en rond, mais enfin, on reste dans le même milieu. En revanche, on a aussi à peu près la moitié des projets qui sont des projets applicatifs transverses, typiquement des projets de santé ou des projets dans le domaine de l'agriculture. Donc, pour résumer, si pendant vos projets, et j'espère bien que ce sera le cas, vous avez des cas d'usage qui vous semblent intéressants à développer, mais pas par vous, par des gens qui seraient entrepreneurs, eh ben, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Voilà. Merci Patrice. Donc Dylan, à toi maintenant. Donc bonjour, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis Dylan Sullier. Donc j'ai un passé assez long dans l'investissement durable, dans l'innovation, dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Au début avec le groupe Edmond Rothschild, donc on a monté un fonds il y a à peu près 15 ans maintenant qui s'appelait Bicapital, qui à l'époque était un des plus grands fonds clean tech d'Europe. Et aujourd'hui je sévis au sein de 2 institutions, donc Nature for Growth, qui est un think tank, un action tank et un fonds d'investissement pour l'innovation durable dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et je travaille beaucoup avec Systémique, qui est une structure européenne d'investissement et de conseil en développement durable. Donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, donc on est en fin de conférence, tout le monde est un peu fatigué, c'est que je trouve qu'on est vraiment en train de perdre la bataille. Donc moi honnêtement, ça me désole. Donc depuis 15 ans que je travaille dans ce secteur, je vois la France et l'Europe qui sont à l'origine de technologies extraordinaires. Et en fait, vous avez des études très très sérieuses de cabinets comme McKinsey et d'autres qui montrent clairement qu'en Europe et en France en particulier, et surtout en France, on n'a pas du tout un déficit d'idées et de technologies, mais on n'est franchement pas bon du tout pour les industrialiser et pour gérer le changement d'échelle. Et donc on a aujourd'hui une véritable vallée de la mort, donc c'est catastrophique. Il y a des études très très claires là-dessus qui montrent qu'au lieu de croître rapidement pour devenir des sociétés rentables et viables à terme, beaucoup de nos technologies et de nos startups explosent en plein vol ou ne se développent pas. Donc clairement, il faut vraiment qu'en tant que pays et en tant qu'Union européenne, on se réveille. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû suivre ce qui s'est passé récemment avec la Chine sur les batteries et sur les moteurs électriques. C'est une catastrophe. Ils ont 70 à 80% de parts de marché. Ils nous ont volé la vedette. Et avant qu'on les rattrape, ça va être compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne tous à être beaucoup plus agiles. Et il y a aussi un exemple que je voulais partager avec vous qui me semble extrêmement parlant. C'est qu'on se compare toujours aux USA, qui sont un grand pays industriel avec des écosystèmes puissants et beaucoup d'argent. Mais moi, il y a un autre exemple qui me paraît, pour nous en tout cas, beaucoup plus pertinent, c'est Israël. Donc nous, il se trouve qu'on travaille beaucoup avec l'innovation israélienne. Et quand on voit ce que ce petit pays a été capable de faire dans en fait un laps de temps très court, c'est extraordinaire. Et donc j'en parlais avec eux, et je voudrais partager un petit peu quelques éléments qu'ils m'ont expliqués, parce que je pense que c'est extrêmement pertinent pour nous aussi. C'est qu'en fait, ils nous expliquent que tous leurs projets d'innovation, dès le début, sont construits sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la start-up. Donc c'est l'entreprise, bien sûr, logique. C'est l'innovation, c'est la technologie. Le deuxième pilier, qui est là dès le début de manière très intégrée, c'est le monde académique et la recherche. Parce qu'il faut des techniciens, il faut des gens en plus pour venir aider au développement de la technologie et aider sur la validation de la technologie. Mais il y a un troisième point où je trouve qu'on n'est vraiment pas bon, en Europe et en France en particulier, c'est le point des sociétés, des groupes industriels, etc. Moi, je vois trop de projets aujourd'hui que nous, on récupère, avec des technologies intelligentes, mais qui n'ont pas pris le temps d'aller voir des groupes industriels ou leurs futurs clients, donc qui arrivent en face d'investisseurs, qui n'ont pas en fait d'éléments qui viennent démontrer la viabilité commerciale de leur solution, parce qu'ils n'ont pas su ou pas voulu, le plus tôt possible, parler avec ces groupes industriels et ces partenaires industriels dans leur écosystème. Donc moi, je vois plein de projets qui arrivent, qui déjà sont un peu en bout de course d'un point de vue financier, et qui en fait se rendent compte un peu trop tard qu'ils n'ont pas de volant d'affaires, qu'ils n'ont pas le fameux off-take.
c'est un terme que je trouve assez affreux, mais c'est le terme qu'utilisent les financiers et les banques pour donner des financements à ces startups. Et si la banque ne voit pas d'off-take ou de contrat à terme ou de chiffre d'affaires générable avec des partenaires de l'amont et de l'aval, il ne va pas y aller. Donc je trouve que sur ce troisième pilier, en France, on n'est pas assez bon. Je vois parfois des groupes industriels qui sont dans les comités d'investissement, mais qui ne sont pas vraiment intégrés dans le projet dès l'origine. Donc ça, c'est le troisième pilier. Et le quatrième pilier qui est hyper important aussi, c'est l'État, c'est les normes, les labels, la régulation, les autorisations de mise sur le marché. Et là, honnêtement, je trouve qu'en France, on progresse beaucoup, il y a plein de belles choses qui sont faites, mais là encore, on ne va pas assez vite. Et comme on n'a pas cette intégration et ces coalitions qui sont montées autour des startups dès le premier jour, honnêtement, on est beaucoup, beaucoup moins agile que nos amis en Israël ou que même ceux que je vois dans d'autres pays d'Europe. Regardez un petit peu ce qui se passe en Hollande aujourd'hui. Vous avez Wageningen, la grande université néerlandaise. Sur leur campus, vous avez vraiment intégré au campus l'école, le centre de recherche, le centre de R&D Monde de Unilever, le centre de R&D Monde de Friesland Campina, le centre de R&D Monde de Arla. Et je trouve que c'est à ça qu'on doit travailler ensemble aujourd'hui. Et ce qui me rassure dans ce que j'ai pu entendre ce matin, c'est que j'entends beaucoup de gens depuis 2 jours parler de collectif. Donc ça, c'est hyper important, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense qu'il faut continuer à pousser dans cette direction-là. Et pour revenir au digital, le point sur lequel je me permets de porter vraiment un petit laser, c'est que le digital, le numérique, c'est bien pour résoudre des solutions précises. Le digital comme panacée pour résoudre toutes les problématiques de la Terre, ça ne marche pas. Donc si on n'est pas capable de co-développer avec nous les financiers, avec les industriels, avec les gouvernements, des solutions précises qui viennent vraiment répondre à un besoin précis dans une filière, dans une verticale d'un agriculteur qui est vraiment prêt à la financer en plus, ça ne marchera pas. Donc tout ce que je dis ici aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on apprenne tous, et je fais partie des coupables, hein, qu'on apprenne tous à beaucoup plus travailler en synergie dès le début sur des projets. Et vous, de votre côté, si vous avez des projets ou des choses à partager, vous avez mon nom ici, je suis joignable sur LinkedIn et par d'autres moyens. Donc n'hésitez pas à me solliciter, et je pourrais éventuellement vous aider à vous mettre en relation avec des entités publiques en France, au niveau de l'Union européenne aussi, avec des groupes industriels. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à travailler en collectif beaucoup plus tôt et à monter dès le début de l'émergence d'une technologie, des coalitions avec, encore une fois, la start-up, la recherche et le monde académique, les industriels et aussi les pouvoirs publics au niveau français et européen. Voilà, merci beaucoup. Merci Dylan, merci pour ce tour de table. En fait, l'idée c'était vraiment de partir de la recherche innovation et d'aller jusqu'au financement, de vous montrer, à voir finalement ce continuum. Et on va un peu enchaîner sur cette thématique de ce continuum pour assurer le transfert de l'innovation. Je vais demander à Pierre dans un premier temps de faire un petit rappel historique sur les systèmes d'innovation notamment. Et puis Dylan pourra peut-être continuer effectivement sur comment aider à assurer ce continuum, à assurer finalement les liens entre les différentes parties prenantes. Tu en as déjà parlé, mais je pense que ce serait intéressant de revenir dessus. Et puis Cédric parlera aussi selon lui des attentes du monde agricole de ce point de vue-là. Merci. Et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Dylan, une dimension, c'est aussi peut-être, je pense, de la part des acteurs de la tech, un manque de connaissances sur la façon dont est structuré le système d'innovation du secteur agricole et besoin de discussion là-dessus. Alors qu'en économie sur l'innovation, quand on travaille sur un secteur, on a toujours l'impression qu'il est différent des autres. Moi le premier, et je pense quand même qu'il est différent des autres, le nôtre, pour un certain nombre de raisons. Le premier, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs où c'est une vraie industrie, mais portée par des toutes petites structures de production. Je crois qu'on n'a pas beaucoup ce cas d'avoir des investissements dans des actifs très grands, portés par des familles, en gros, pour aller vite. Ce qui fait que l'innovation, elle se pose forcément dans des cadres collectifs. Voilà. Il y a un moment où il y a les changements d'échelle, ils ne passent pas par un agriculteur, mais par des collectifs. Le deuxième, c'est la très grande variabilité des conditions de production. Climatique, etc., qui fait que savoir que ça marche, une innovation, c'est beaucoup plus compliqué en agriculture que dans beaucoup d'autres secteurs. Et le troisième point, c'est que c'est sûrement des secteurs les plus administrés du point de vue de l'innovation, pour des bonnes raisons, c'est que c'est un peu plus important que le mobilier, l'alimentation. Du coup, garantir les quantités, la qualité, ça a toujours été un enjeu de politique publique. Ce qui fait que dans tous les États européens,
il y a des systèmes d'innovation qui ont été créés par de l'investissement public massif dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en premier aux Pays-Bas, et c'est pas un hasard si les Pays-Bas ont de l'avance, c'est qu'ils ont toujours eu de l'avance en fait dès le 19e siècle. Je me lance pas sur l'histoire, sinon on en pour 1h30, enfin cette avance, elle a été construite sur des fonds publics depuis très longtemps, et c'est même les Néerlandais qui ont créé un champ scientifique qui est celui de l'analyse des systèmes d'innovation et de connaissances agricoles, EIKIS en anglais. Donc c'est les Néerlandais qui ont créé ce concept, qui l'ont théorisé et qui le décrivent dans les sciences sociales. L'autre chose qui s'est passée, c'est donc ils ont décrit la diversité de ces systèmes d'innovation dans les différents pays. Et de ce point de vue-là, la France, elle est doublement spécifique. La première chose, c'est qu'elle a été moins uniquement publique plus tôt. C'est-à-dire qu'on a eu un système dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, qui est la cogestion. C'est-à-dire que la plupart de nos dispositifs d'innovation, ils sont co-gérés avec des associations de producteurs. Donc l'intégration que vous appelez de vos voeux, en fait, quelque part, on l'a faite très tôt. La loi Pisani des années 60, c'était donner aux agriculteurs du rôle dans les instituts techniques, les chambres d'agriculture, la mutualité agricole, dans plein de domaines, c'est les agriculteurs qui gèrent déjà. Alors que dans d'autres pays, c'était public. Et par contre, ce qui s'est passé dans les autres pays, ça a été privatisé dans les années 90. Donc VUR, il reste une petite partie publique, mais tout le reste que vous décrivez, c'est plus public. Donc on a ce paradoxe en France qu'on a des formes de coopération fortes et qui ont plus résisté peut-être à des formes de privatisation qu'on a eues en Angleterre, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans d'autres pays. La situation que ça crée, c'est à la fois des forces, mais aussi une dépendance au sentier. C'est-à-dire que quand on veut bouger des choses, je pense qu'il faut être conscient des formes d'institutions, de rapports de force, d'accords qui sont établis dans le secteur. C'est-à-dire que pour jouer dans ce secteur, je pense qu'il faut avoir un peu une connaissance de la façon dont fonctionne ce système. Donc, juste pour rebondir sur ce que Pierre vient de dire, donc je suis complètement d'accord, et n'oubliez pas aussi que dans le monde agricole et l'agriculture, on a une grosse faiblesse en plus, c'est qu'on a une industrie, donc moi je suis l'ancien directeur général de Bio C'est Bon, le réseau de distribution bio. Donc on a quand même une industrie qui est basée sur des volumes très élevés et sur des coûts très faibles et des marges très faibles. Donc c'est-à-dire contrairement au luxe ou à l'informatique, si on n'est pas capable dès le début, en effet, d'avoir des approches un petit peu globales avec des effets d'échelle, les technologies ne passeront pas. Donc concrètement, ça veut dire qu'on est vraiment obligé de travailler donc, sur des filières. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, on travaille sur de l'innovation, sur des verticales, parce qu'on pense que c'est la bonne approche. On va travailler bien sûr avec le monde agricole, donc on est très proche des coopératives, d'Agrial, de InVivo, etc., avec qui on travaille. Mais après, le chaînon que tout le monde a tendance un peu à oublier, c'est les grands groupes de grande consommation, donc les Danone, les Bell, les Mondelez, etc., les Unilever aussi, qui sont quand même les industriels qui vont produire. Qu'on les aime pas, il faut quand même tenir compte de ces gens-là. Et là où c'est hyper compliqué, on en parlait récemment avec le patron de la supply chain monde de Unilever, c'est que quand vous êtes Unilever, vous réfléchissez en centaines de millions, en milliards. Quand vous êtes un agriculteur qui a une ferme laitière, vous n'êtes pas du tout à la même échelle. Donc il faut arriver à interconnecter des écosystèmes qui ne sont pas du tout à la même échelle. Puis il y a un troisième maillon que les gens oublient un petit peu, qui n'est pas forcément le maillon le plus agréable, mais on est obligé de faire avec, c'est la grande distribution. Donc on a la chance de beaucoup discuter avec ces gens-là aujourd'hui. C'est eux les metteurs en marché aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable, dès le début, d'avoir un minimum d'interaction avec eux pour délimiter ce qui est possible de leur côté, ce qui est acceptable par eux et par leurs clients, en France, où ces gens-là ont 90% de part de marché sur la distribution alimentaire, ça va être difficile à faire fonctionner. Donc tout ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que bien sûr, il faut y aller un peu par étapes. Mais il y a quand même un moment où il faut inclure ces gens-là. Et je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont un peu mûri dans la manière d'intervenir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un groupe, par exemple, comme Lactalis ou Bell, ne va pas forcément mettre de l'argent au capital d'une technologie, mais comme ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ces technologies sont vitales pour leur futur à eux, ils vont accepter gratuitement, déjà, de donner un coup de main sur la R&D et la technologie, parce que ça les intéresse d'être aussi connectés dès le début avec une nouvelle tech. Et ils vont aussi être prêts, et ça c'est un changement majeur, et moi j'en suis extrêmement content, c'est qu'avant les négociations entre la grande distribution et ces grands groupes avec leurs fournisseurs, entre guillemets, qui sont souvent des agriculteurs, etc., ou des coopératives, se faisaient annuellement de manière très brutale. Et maintenant, progressivement, ils n'ont pas encore complètement basculé, mais ils acceptent la notion de contrat à long terme sur 5 à 10 ans pour justement créer le fameux off-take, les fameuses ventes prévisionnelles dont les startups ont besoin. Donc je pense que la bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui, c'est qu'on a un écosystème qui se rend compte qu'il doit bouger à tous les étages de la chaîne. Donc il y a une vraie volonté de bouger. Il faut juste que tous, on arrive à casser un peu nos silos pour que le plus tôt possible,
on parle à l'ensemble de la chaîne pour aligner les planètes rapidement, pour que les technologies et les startups puissent décoller. Moi, je souhaiterais apporter un angle un petit peu différent par rapport à ce qui vient d'être dit. On parlait de vallée de la mort tout à l'heure, il y a aussi une vallée de la mort technologique, qui est un point important. On est dans le monde du numérique ici, avec le PEPR. Il ne faut pas oublier que l'agroécologie et globalement le travail dans les champs, c'est matériel. On ne peut pas se contenter uniquement de parler de principes, de capteurs, etc., sans penser le matériel qui est derrière. Et l'enjeu de la robotique, c'est bien ça, c'est d'être en capacité d'introduire également une capacité d'agir sur l'environnement et dans les champs. Cette dimension-là, elle est fondamentale aussi à prendre en compte dès le début des projets et dès qu'on pense l'innovation, parce que un des grands risques, ce n'est pas seulement d'introduire l'utilisateur final et de prendre en compte les besoins de l'agriculteur, ça c'est très bien. Il ne faut pas oublier également que la réalisation, la mise en œuvre technologique de ces solutions va être extrêmement coûteuse et va prendre du temps. Et souvent, c'est sous-estimé par beaucoup d'entrepreneurs qui décident de se lancer. On n'est pas sur un billard, on est dans un environnement, dans les champs. On va se heurter à des ornières, on va se heurter à des adventices, on va se heurter à un environnement qui évolue, de la boue, de la poussière, des nuages de moucherons. Énormément de choses en fait qui viennent complètement exploser toute la prévision du comportement que vous pouviez avoir lorsque vous travaillez en laboratoire. Donc l'enjeu, effectivement, si on veut accélérer le transfert technologique et arriver à des solutions qui sont viables sur le terrain et qui répondent aux besoins des agriculteurs, et le besoin premier, effectivement, c'est la rentabilité. Il ne faut pas oublier que si on arrive avec une solution qui explose les coûts de production, on n'arrivera pas à pénétrer le marché de manière massive. On aura toujours des technophiles qui seront là, mais ce n'est pas du tout suffisant pour développer les technologies. Il est également nécessaire de penser la rentabilité et toutes les autres en fait, valeurs ajoutées que va pouvoir apporter le numérique et la robotique derrière à l'agriculteur. Mais on ne peut pas convaincre l'utilisateur et l'agriculteur qu'une nouvelle technologie va être super pour des principes agroécologiques ou pour mettre en œuvre la transition écologique de l'agriculture, si derrière, on fait x4 sur ses coûts de production. Donc c'est nécessaire de prendre en compte la dimension matérielle dès le début du projet si on veut avoir une chance de succès. Et je pense que également ça rassurera les fonds d'investissement si un porteur de projet arrive avec cette contrainte en tête dès le début. Parce que le temps de développement, il sera guidé par le hardware et pas par le soft. Alors, j'avais un mot à dire là, pour compléter ce que dit Cédric et pour vous titiller un peu. C'est que les situations réelles, ça a le mérite souvent de complexifier le travail des chercheurs. J'ai un exemple. En vision pour la robotique, on a des collègues qui avaient travaillé sur des applications pour des chargeurs agricoles. Très bien, en solution laboratoire, comme tu dis, Cédric. Et puis, en faisant des essais, quand on fait des essais, en fait, il y a de la boue qui couvre une partie des éléments qu'on doit charger ou du chargeur lui-même, etc. Et puis, les logiciels ne marchaient plus, quoi. Il a fallu travailler pour faire quelque chose de plus robuste. Et ça a vraiment amené des problématiques de recherche. Donc, aller vers des situations qui seront vraiment applicables et transférable via un process, par exemple, start-up, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour la recherche. Juste pour rajouter un point, pour rebondir sur ce que disait Cédric, je pense que la donnée financière est essentielle. Et en effet, aujourd'hui, comme le disait très justement Cédric, quand on parle de transition, on parle de surcoût. Et en fait, aujourd'hui, le problème aussi des agriculteurs et des fermiers, c'est qu'ils en ont un peu assez de porter sur leurs frêles épaules tout le surcoût de l'innovation. C'est peut-être vrai ou faux, mais aujourd'hui, nous, c'est vraiment le retour fort qu'on a du terrain. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu important au niveau du financement, qui est de se dire que, on doit avoir des enveloppes suffisantes pour financer sur le long terme des transitions. Donc, c'est-à-dire financer, les coûts de transition à court terme, les investissements avec des outils qui tiennent la route, si possible en impliquant les banques et d'autres mécanismes de garantie pour que ce ne soit pas l'agriculteur ou le fermier qui est à, entre guillemets, avoir tout le poids de cet investissement, cette évolution sur le dos. Puis après, il faut aussi voir à long terme comment les surcoûts vont aussi être justement répartis
sur la chaîne de valeur. Et là, je pense qu'il y a un véritable débat qui n'est pas vraiment entamé et qu'on doit commencer à voir, c'est qui va payer le surcoût. Le consommateur final, vous et moi, on est prêt à payer un petit peu. Donc je dis, moi je suis l'ancien DG de Bio C'est Bon. Aujourd'hui, le bio est en pleine déconfiture et les volumes sont en train de se casser la figure. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, un produit bio est 1,9 fois plus cher qu'un produit conventionnel. Et le consommateur n'est pas prêt à payer ce doublement du prix. Donc il est prêt à en payer une partie, mais pas tout. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les grands groupes de la grande conso doivent tous investir sur le terrain du développement durable, du numérique, de toutes ces transitions. Donc ils sont aussi prêts à payer une partie du surcoût. Il y a aussi tous les intermédiaires qui sont prêts à payer une partie. Donc en gros, ce que je dis ici, c'est qu'à terme, une fois que la technologie décolle, il faut qu'ensemble, on soit aussi capable de comprendre les economics d'une transition sur une technologie ou une start-up et de s'assurer, un, qu'on a une enveloppe bien financée et que, deux, elle est justement répartie. Et je comprends un peu les agriculteurs et les fermiers qui montent à Paris et dans les grandes villes en ce moment, parce qu'en effet, on leur demande parfois de porter une proportion un peu trop forte de la transition sur leurs épaules qui ne sont pas forcément très larges. Alors en fait, pas forcément pour te répondre, mais apporter un autre regard. Nous, au niveau donc, du consortium Astragal, il y a eu la volonté de l'État et notamment des coordinateurs, c'est que lorsqu'on parle de cofinancement, c'est surtout c'est une labellisation des projets de prématuration et de maturation, et donc une reconnaissance nationale de la pertinence des projets. Et lorsque je parle de pertinence, c'est que nous, on a mis en place, sous les conseils notamment de Philippe Vissac, donc, qui est le coordinateur de la SNA-SADA, c'est d'avoir un ensemble en fait, de collèges d'experts qui vont pouvoir, alors certes, expertiser le projet, mais regarder la pertinence des projets qui sont soutenus par les organismes de transfert, selon différents regards. On a le regard académique qui est porté par un collège des membres du consortium et on a à chaque fois un représentant des universités, un représentant des organismes de recherche, que ce soit INRAE, l'INRIA ou l'INSERM, plus exactement leurs organismes de transfert qui sont affiliés, et un regard des sociétés accélérateurs de transfert technologique, donc des SAT. Ça, c'est le premier collège. On a aussi un regard de la pertinence des projets en lien avec France 2030, donc avec les stratégies, puisque nous avons un collège qui est nommé Synergie, où nous avons les représentants, les coordinateurs des SNA, mais également un représentant de manière systématique des PEPR, on en a 3 qui sont affiliés à Astragal, et un représentant des grands défis. Également, nous en avons 3. Et le dernier collège, c'est en ce sens sur lequel en fait, je peux te répondre, c'est nous avons un collège d'experts du monde socio-économique. Et à chaque fois, nous avons une personne qui est plutôt du monde, plutôt un représentant d'un pôle de compétitivité, ou alors des investisseurs. Et le dernier, c'est plutôt des acteurs de conseil dans lesquels il y a des industriels et qui nous permettent d'apporter leur regard. Est-ce que ce projet est pertinent? Alors peut-être qu'il va rentrer dans la SNA, mais est-ce qu'il est pertinent pour les filières? Est-ce que c'est un projet qui peut être qualifié de bien commun? On a vraiment besoin de développement d'un outil pour structurer la filière, peut-être pour au niveau, par exemple pour la filière blé dur, un outil qui peut être commun et accepté par l'ensemble des acteurs de la filière. Ou alors peut-être la création d'une association pour accompagner les consommateurs à mieux consommer dans une situation où il y a une forte inflation. Et donc là, il y a ce regard-là, il dit ok, oui, ça nous intéresse, et oui, il faut mettre des billes là-dessus. Et donc ce regard du monde socio-économique, et c'est vraiment ce que tu dis, toi, c'est ultra important pour la labellisation de nos projets. Merci Maxence, merci à tous pour cette première thématique et pour vos éclairages en particulier. On avait identifié une deuxième thématique qui a été un peu abordée hier, c'est-à-dire les apports du numérique pour l'agroécologie. Donc on rentre un petit peu dans le dur du PEPR et dans la spécificité de l'innovation dont on parle ici. Donc j'avais une première question pour Pierre et puis après vous pourrez rebondir en fonction de vos différentes orientations. Moi, on avait identifié Pierre, Patrice, mais Dylan aussi, bien entendu. Finalement, quels sont les enjeux du numérique pour l'agroécologie? Est-ce qu'ils sont les mêmes pour tous les acteurs? Donc, on a un peu évoqué cette question-là, mais j'aimerais bien que tu expliques un petit peu comment ça se passe.
Oui, alors en réfléchissant à ça, je pensais qu'il y avait j'avais pensé à une dimension, je vais en rajouter une deuxième qui fait quoi ce qu'on vient de dire. Les systèmes d'innovation dont j'ai parlé, agricoles, ils étaient pensés vraiment nationalement dans un premier temps. Et du coup, là, je pense qu'il y a un enjeu à des formes de décentralisation. Par exemple, j'ai une collègue, pour répondre un petit peu à la question d'Ilan, qui est en train de créer un système d'innovation pour la transition agroécologique des légumineuses en Occitanie. Et du coup, on met autour de la table, mais déjà rien que pour ça, il doit y avoir 40 acteurs différents. Et je pense que c'est une des spécificités du secteur agricole. Alors j'ai dans mon bureau, j'aurais dû l'amener, j'ai une affiche des années 70 qui montre tous les acteurs du développement agricole en France. Bon, il doit y avoir 250 sigles à peu près. Et je ne suis pas sûr que l'effort de simplification de ce point de vue ait été fondamental, mais c'est aussi une réflexion de la diversité des métiers transformateurs, etc., qu'il y a dans le secteur. Et du coup, je pense qu'un des enjeux pour la transition numérique, c'est la capacité aussi des gens qui développent du numérique à rentrer en dialogue avec cette complexité d'acteurs. Alors, c'est peut-être, je ne connais pas d'autres secteurs, mais qui me paraît particulièrement grande dans le secteur agricole, et faire converger des intérêts, c'est pas facile. L'autre niveau, c'est de se poser le système de la réflexion sur des transitions. Et c'est de se dire qu'il n'y a pas à trouver une solution, c'est peut-être un peu ce que disait Dylan aussi, mais à plutôt maintenir une possibilité de diversité de trajectoires possible. Et pour moi, l'agroécologie, c'est plutôt ça. L'exemple que j'ai, c'est les travaux d'une doctorante que j'ai encadrée, Éléonore Schnebelin, qui a par exemple montré que les attentes dans le bio et dans le conventionnel, elles ne sont pas les mêmes par rapport au numérique. Dans le bio, ce qui ressortait, c'était beaucoup des choses autour de l'autonomie de décision et l'accompagnement au design de solutions un peu globales, à l'échelle de l'exploitation agricole. Dans le conventionnel, il y avait des attentes plus autour d'utiliser le numérique pour récupérer du pouvoir dans la chaîne de valeur à travers différentes méthodes. Ce qui était intéressant, c'est que quand elle a interrogé des acteurs du numérique, ils avaient quand même une vision assez monolithique du secteur agricole, n'étaient pas forcément très conscients de toute cette diversité de points de vue. Et je pense qu'il y a là un enjeu et qui rejoint un peu le premier point que j'ai dit, savoir à quelle échelle on va construire ça pour avoir un nombre d'acteurs quand même pas trop grand pour réussir à tenir compte de cette diversité. Voilà, je m'arrête là. Patrice, tu veux bien intervenir sur la diversité des projets qui viennent à INRAE Transfer ? Alors, c'est pas INRAE Transfer, c'est une Startup Studio INRAE. Non, mais alors, j'ai l'air de pinailler et je pinaille, mais en fait, c'est parce que l'INRAE Startup Studio, ça supporte et ça accompagne le mieux possible des initiatives de personnes. On ne dit pas à quelqu'un on a un super résultat qui vient de ce PEPR agroécologie numérique pour prendre un exemple local, Wait For par exemple, et puis tu vas le mettre en œuvre et puis tu vas faire une proposition, etc. C'est quelqu'un qui est au courant des résultats et qui dit ah oui, ça me paraît intéressant, en plus le bien-être animal et tout ça, c'est quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose pour ça, donc allons-y. Voilà. Ce qu'on doit faire, nous, pour que ça marche, justement, et ce que dit Pierre, c'est que c'est très intéressant, c'est que pour une start-up, enfin pour une petite entreprise, c'est pas des start-up qui lèvent des centaines de millions, les start-up INRIA. Pour une start-up, c'est tout petit et c'est très compliqué de s'adresser à un paysage aussi diversifié, avec des acteurs parfois compliqués à atteindre, et puis des schémas économiques qui sont complexes. Voilà. Donc, le premier point qu'on doit faire, par exemple, pour bien accompagner un projet, c'est de l'envoyer chez vous, chez des économistes de l'agriculture et chez des personnes comme Pierre, pour pas tous, non mais les bons. C'est pour ça, là ça va être simple à trouver pour nous maintenant, pour que les porteurs de ces projets puissent comprendre la cartographie et comprendre qui ils doivent aller voir pour ne pas perdre des mois et des mois dans des propositions inutiles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour... Et donc, enfin...
sans vouloir balancer des fleurs à ce genre d'initiative comme le PEPR, agroécologie numérique, c'est vraiment le travail en commun, croisé numérique et agro, ou agro et numérique, qui fera aboutir des bonnes solutions numériques, ou les bonnes solutions numériques pour l'agroécologie, et pas de la poudre aux yeux qui servira un an à juste quelques early adopters. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce point, en fait, ce qui est très compliqué, pour rebondir sur ce que disait Pierre aussi, c'est qu'il faut trouver la bonne échelle. Et en fait, aujourd'hui, par rapport aux solutions numériques, une part de marché dans la solution numérique pour l'agroécologie, ça fait aucun sens. Donc ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre, c'est quel est le terrain auquel vous adressez. Et pour qu'une solution puisse décoller, s'il n'est pas capable d'avoir 20 ou 30% de part de marché, honnêtement, ça ne marchera pas. Il faut qu'une solution numérique devienne un standard. Tout à l'heure, une personne disait que le gros problème, c'est que les agriculteurs n'ont pas assez de toujours devoir copier-coller les données sur des systèmes d'un système à l'autre. C'est compliqué et c'est difficile. Pour qu'un système numérique puisse être bon, il faut que la data soit de bonne qualité. Il faut qu'elle soit importante pour qu'on puisse faire tous les recoupements et les analyses qu'il faut. Donc, quelque part, je pense que ce qui est important et ce qui est aussi très compliqué, c'est de comprendre en gros quelle est la bonne échelle par rapport à une solution numérique, par rapport à son développement. Et ça, il faut aussi l'avoir en tête dès le début. Ça veut dire que pour avoir ces 30% de part de marché dans le segment de cette solution, il faut aller voir c'est qui les décideurs, comment est-ce qu'on va y arriver. Et ça, je pense que c'est la réflexion qu'il faut avoir le plus tôt possible pour nouer les bons partenariats, pour pouvoir y arriver. Un éclairage, il n'y a pas de chance. Le numérique, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement diffus finalement derrière, et les réalités sont très variées. Déjà, moi, au niveau de la robotique agricole, je ne vous cache pas que dans le projet, dans le grand défi, ma difficulté, c'est de faire coexister les filières en agriculture. Quand on commence à parler grandes cultures, arbres, fruits et légumes, culture de la banane en ultramarin, etc. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées parce que trouver les dénominateurs communs, c'est pas simple. Trouver effectivement des effets d'échelle en faisant du transfilière, c'est extrêmement compliqué. Et l'agroécologie, par définition, ça va être, par définition, non, mais un des principes, c'est quand même d'essayer de travailler sur la réalité locale d'une culture. Donc, déjà au niveau des agroéquipements et de la robotique agricole, je suis un petit peu en galère pour réussir à trouver les dénominateurs communs et faire travailler toutes ces filières ensemble. Mais alors le numérique derrière, c'est tellement vaste et il y a tellement derrière de réalités différentes que ce travail de simplification pour identifier le bon acteur, c'est un énorme boulot. Et peut-être que le rôle justement que nous avons côté Grand Défi ou Astragal et compagnie, c'est de réussir à incarner cette tour de contrôle et ce guichet un peu unique pour ensuite être capable d'aller trouver les bons guichets, d'aller trouver les bonnes collaborations pour accompagner les innovations et les porteurs de solutions. Mais c'est une gageure. Donc c'est un gros boulot, effectivement. Et c'est l'agroécologie, par définition, de toute façon, on ne peut pas être monolithique. On sera forcément sur du travail de cohérence, rapprocher certaines filières, certaines thématiques, la lutte contre les ravageurs dans certaines cultures, le désherbage dans d'autres cultures, identifier les points communs et ensuite aller travailler avec les solutions numériques au service de ces initiatives et peut-être pas dans l'autre sens. Merci Cédric, merci pour ces contributions au numérique pour l'agroécologie. Donc une grande diversité de solutions numériques, une grande diversité de situations, ce qui est propre effectivement à l'agriculture. Pour continuer sur cette thématique de l'agroécologie pour le numérique, hier on a évoqué les solutions low-tech, le frugal learning qui serait plus proche finalement des réalités. D'après vous, est-ce que c'est des perspectives d'innovation plutôt porteuses? Et puis est-ce que c'est finançable ce genre d'initiative et finalement dans quelles conditions? Je pense que là-dessus, en effet, aujourd'hui, on a un problème d'adéquation. Donc moi, je suis le financier du lot. Je suis désolé, je parle de ça parce que c'est ma spécialité. Mais en fait, aujourd'hui, on a un problème d'adéquation des outils de financement par rapport aux différentes priorités. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a fait une profusion de fonds de capital à risque qui visent des rendements très importants sur un horizon de temps très court. Donc ce genre d'outil de financement, il va être très adéquat pour financer des nouvelles technologies très rupturistes, mais il va être beaucoup moins pertinent pour, en effet, financer des transitions low-tech qui vont être plus longues. Mais l'avantage quand même des transitions low-tech, par définition, c'est qu'elles sont souvent moins risquées.
Donc ça déjà pour un investisseur c'est quand même un grand plus. Et l'autre problème aussi de ces financements de transition low-tech, c'est que souvent c'est des transitions qui vont inclure un plus grand nombre de participants dès le début et qui vont donc nécessiter des montants plus importants. Et c'est là aussi qu'on doit apprendre aussi à collaborer ensemble et à travailler ensemble. C'est que du coup, il va falloir qu'on invente de nouveaux outils financiers à long terme, moins risqués, avec des institutions financières et probablement contre-garanties par l'Union européenne ou par la BPI ou par la Banque européenne d'investissement, pour justement pouvoir mettre en adéquation les caractéristiques de la transition qu'on est en train de lancer et les financements. Et donc aujourd'hui, en effet, un des problèmes qu'on a avec le monde agricole, et c'est encore un problème en plus, je suis désolé, mais un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que par opposition à l'énergie et au transport, on n'a pas la palette intégrale des solutions de financement qui étaient mises en place. Et ça, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Et comme le disait Cédric, il n'y aura pas de solution miracle. Il va falloir qu'on regarde malheureusement filière par filière pour comprendre exactement quelle solution technique. Est-ce qu'on doit financer plein de petites installations dans plein de petites fermes ou au contraire une grosse installation? Parce que derrière, c'est plutôt le même financement. Et c'est là aussi qu'on doit faire l'effort de travailler ensemble, les financiers et vous, pour vraiment trouver les solutions techniques qui permettent de bien financer chacune de ces transitions low-tech. Merci Dylan. Tu veux rajouter quelque chose sur est-ce qu'on peut responsabiliser les innovateurs? On avait identifié cette question-là en écho à ce qui a été dit hier, encore une fois, sur les risques, les biais liés à l'agroécologie et le numérique en particulier. Et aussi en référence à l'ouvrage de Franck Agieri, donc qui est professeur aux mines et qui a édité un ouvrage en 2023 qui s'intitule L'innovation, mais pourquoi faire? Et c'est un essai sur un mythe économique, social et managérial. Et effectivement, on avait identifié cette question de responsabilisation de l'innovateur et comment on peut le mettre en place et comment ça peut se situer. Non, en effet, aujourd'hui, vous êtes tous au courant que depuis un an, les startups ont vu leur valorisation exploser. Les unicornes, malheureusement, ont disparu pour la plupart. Donc en effet, aujourd'hui, on a le droit de se poser un peu la question de savoir est-ce que l'innovation n'est pas complètement incontrôlée? Est-ce qu'on sait à peu près où on va? Et là, je pense que pour moi, mon petit niveau, j'ai toujours été un peu contre l'innovation disruptive qui est dans son petit silo, qui pense qu'elle va changer le monde. Ça marche peut-être dans des secteurs comme le digital pur, ChatGPT par exemple, où on est par définition sur des solutions de savoir, sur de l'intangible, qui marchent très bien sur des réseaux informatiques. Mais dans notre monde à nous, qui est l'agriculture, on est quand même sur la production de biens physiques, avec une chaîne de valeur hyper complexe, hyper fragmentée. Il faut arrêter, à mon avis, de rêver. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de copier-coller le modèle de la Silicon Valley dans l'agriculture et l'agroalimentaire avec tous ces fonds d'investissement rupturistes, etc. Il en faut un petit peu. Et en effet, il nous faudra un peu de recherche rupturiste en deep tech pour trouver des solutions dans des domaines où on est certain qu'il n'y a pas de solution low-tech, qu'il n'y a pas de solution tech qui existe. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce que nous disent les gens d'Invivo, qui quand même travaillent beaucoup sur les grandes cultures, qui savent à peu près de quoi ils parlent, c'est qu'ils ont des solutions, à 80% des cas, sur l'innovation technologique qui existe déjà. Donc je pense que c'est là aussi qu'il faut aussi peut-être basculer vers une innovation un peu plus low-tech et incrémentale avec les acteurs du secteur pour justement ne pas glisser dans cette innovation hors sol et déconnectée qui malheureusement souvent ne marche pas, et encore moins dans l'agri et l'agro. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. On doit laisser partir Dylan qui a un taxi et un train à prendre. Donc on va continuer sans lui. Merci encore Dylan pour ces interventions. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter par la suite. Voilà. Du coup, Maxence, tu voulais dire quelque chose? Puis après, je passerai la parole à Cédric. Je te remercie. Juste peut-être pour apporter une précision, un peu des compléments. Alors effectivement, dans le financement dans les projets qui sont labellisés Astragal, il y a un peu une nouveauté sur ce système de cofinancement pour la valorisation, puisqu'à la base, quand on entendait parler de valorisation, du transfert, c'était surtout sur du transfert économique, la création de start-up, la création ou le brevet. Et là, en fait, on a rajouté aussi une information, en fait, une volonté d'ouvrir les possibilités de valorisation. Et ça peut être au niveau du transfert vers des associations, transfert de connaissances ou plutôt du transfert vers du grand public.
Et donc, on est un peu sur les approches. Alors, là, c'est plutôt ma vision personnelle. On peut avoir ces approches un peu low-tech qui sont moins, entre guillemets, sexy pour des industriels, mais qui puissent être valorisées. Et donc, on vous invite, vous qui êtes peut-être porteur de projet, vous avez des résultats qui sont intéressants, de vous rapprocher vers les chargés de partenariat et d'innovation. Alors, je parle de ma maison, donc Inarae. Ce sont en fait des personnes de proximité qui ont un peu ce regard entre vos résultats et le monde le monde socio-économique, et qui peuvent vous accompagner pour dire ça serait intéressant de pouvoir valoriser. Et avant on dit non, ça peut pas être, on va pas pouvoir faire peut-être un brevet, mais là maintenant il y a cette ouverture, dire ça serait intéressant de pouvoir le transmettre à l'ensemble de la communauté. Donc tant qu'à faire, autant vous rapprocher d'eux. Ouais, vous voulez faire le lien avec la table ronde précédente sur les aspects formation aussi. L'arrivée du numérique dans les fermes et des technologies associées, la robotique notamment, ça va modifier de manière systémique la manière de travailler. Que ce soit du low-tech ou du high-tech, dans tous les cas, en fait, il y a un accompagnement à avoir sur l'aspect acceptation sociétale, dans le sens où on va de toute façon changer les manières de travailler dans les fermes, quels que soient les technos qui sont derrière. Et ce travail-là, dans l'accompagnement également de l'innovation, c'est important de penser le plus en amont possible comment est-ce qu'une nouvelle technologie va pouvoir être acceptée par les utilisateurs et plus globalement par la société. Donc là, pour le coup, dans RobAgri, avant le grand défi, on a eu un projet sur lequel on avait émis des recommandations. Et il y avait une dimension, moi, qui me paraissait très très forte, c'était la mise en place d'un observatoire indépendant qui était en capacité justement de créer les conditions d'un dialogue entre la société civile, les agriculteurs et les innovations à venir. Cette initiative était pensé un petit peu en réaction à l'échec de l'introduction des OGM, mais je suis sûr que des personnes plus fortes en histoire que moi pourront réagir là-dessus. Mais voilà, c'est tout simplement pour dire que la dimension low-tech, high-tech, etc., fait très vite appel après à des postures, à des croyances, et c'est important de désamorcer ça en mettant en place les conditions d'un dialogue et de la transparence dans le processus. Donc voilà, ça aussi, c'est intégré dès le début, autrement on va se le prendre dans les dents à un moment ou à un autre lorsqu'on voudra déployer en masse les nouvelles technologies. Je peux rebondir. Alors je vais peut-être être un peu polémique du coup, mais je trouve qu'on est un peu trop d'accord dans la table ronde, et peut-être que... deux choses. Là où je suis très d'accord, c'est sur cette notion d'observatoire, parce que oui, les innovations ne sont pas intrinsèquement bonnes, il n'y a pas de raison. Et donc moi, je suis économiste évolutionniste, je ne l'ai pas dit, mais ce que montre ce courant-là, qui a une vague parenté métaphorique avec l'évolutionnisme biologique, c'est que des fois, on prend des trajectoires où on se trompe, mais on ne sait pas faire marche arrière. Il y a des mécanismes économiques qui montrent que le coût de la marche arrière, il est très très lourd en fait. C'est un peu ce qu'on discutait. Financer le changement quand on s'est trompé lourdement, c'est pas facile. Il y a des très bons articles sur le clavier QWERTY là-dessus qui sont célèbres d'économistes évolutionnistes. Plus ou moins vrai. Là je digresse. Du coup, voilà, cette question d'observer, d'évaluer, et là où je suis pas trop d'accord, c'est ce terme d'acceptabilité que je pense un peu, pose problème. C'est se poser la question de l'utilité. Acceptabilité, ça donne l'impression, ce clavier ne marche pas, mais on va faire en sorte que vous l'utilisiez quand même, quoi. Et je ne sais pas si c'est la façon, c'est plutôt de garantir, ça c'est peut-être une vue un peu évolutionniste, mais c'est garantir qu'on ait différentes trajectoires en parallèle pour se dire, si on se rend compte en observant que dans les usages de celle-là, ça ne marche pas, comment on crée les passerelles avant que les coûts de la marche arrière deviennent trop grands. Et ça, je pense, c'est vraiment important, c'est compliqué, mais cette dimension d'observer, d'évaluer dans une technologie, comme vous l'avez dit, je suis très d'accord, qui a des coûts lourds, qui a du temps, où on n'est pas dans juste le purement numérique, où peut-être on peut changer très vite d'une option à l'autre. Là, et peut-être que c'est faux ce que je dis en plus, peut-être que dans le numérique aussi, il y a des coûts très grands pour changer d'option. Mais dans l'agriculture particulièrement, être vigilant là-dessus, ça me paraît vraiment un point fondamental. Il faut à tout prix que je cite mon ancien patron qui me disait systématiquement il vaut mieux une fin catastrophique qu'une catastrophe sans fin. Mais après,
de manière plus sérieuse, oui, le terme acceptabilité, effectivement, c'est plus être confronté les demandes et puis être capable à un moment de prendre en compte la dimension éthique assez tôt dans ce qui est mis en place. Et ouais, il faut trouver les bons mots, effectivement, parce que si ne serait-ce que le mot acceptabilité n'est pas acceptable, on a du travail. Ouais. C'est bon, Patrice, tu veux dire quelque chose sur le sujet? Et après, on passera aux questions de vous. Je peux en parler parce que c'est pas moi qui fais le boulot, mais en entendant ça, je me dis que quand on parle d'agroécologie numérique, en visant le fait que le numérique va apporter les bonnes innovations qui vont bien aux personnes qui sont dans la chaîne agricole et notamment aux opérateurs qui sont les agriculteurs et agricultrices, le défi il est encore plus grand qu'on peut l'imaginer au départ en se disant ouais, on va aider à réguler telle et telle chose, à gérer telle donnée, etc. Enfin, à collecter, à gérer telle donnée. Si on veut que quelque chose soit utile pendant longtemps, alors ça rejoint un peu l'idée low-tech, quoi. Donc amener de la tech utilisable pendant longtemps, ça veut dire robuste, ça veut dire que les personnes qui vont l'utiliser vont pouvoir s'approprier la technologie et la faire évoluer. C'est aussi des défis qu'on a un peu dans le contexte usine du futur, etc., où il faut que les opérateurs puissent modifier le programme en fonction de l'évolution des besoins sans être des informaticiens. Et ben là, c'est pareil pour des exploitants agricoles, faire les choses simples, robustes, et qu'ils puissent faire évoluer pour qu'ils se les approprient, mais dans le bon sens du terme. C'est que ça devient leur système. Voilà. Et donc, ça nous fait du boulot, quoi, je pense. Voilà. Enfin, ça leur fait du boulot à mes collègues. Donc, merci à tous pour ces contributions. Une petite heure déjà d'échange entre nous. Donc, il reste un quart d'heure, en tout cas dans le timing de notre table ronde. Donc, je vous propose de passer à des questions, s'il y en a dans la salle. Mais peut-être qu'on a déjà tout dit. Bonjour, merci pour l'échange. Voilà, moi c'est simplement une petite question. Est-ce que vous avez des exemples d'échecs et de réussites, on va dire, d'innovation en agroécologie numérique, soit sur les agroéquipements, soit autour de la génétique et c'est vrai ça a été cité, il y a de nombreux freins sociotechniques, ça va dépendre aussi de la taille de l'exploitation. Je pense que la capacité d'investissement n'est pas la même. Il y a eu quand même l'aide de l'État aux agriculteurs pour l'aspect transition, d'acquisition de nouveaux équipements. Donc voilà, et en même temps, les innovations, elles devraient être collectives, mais est-ce qu'au sein des agroéquipementiers, au sein des entreprises comme Isagri, qui sont par exemple une entreprise sur le numérique, est-ce qu'au final, ils travaillent avec un collectif d'agriculteurs, probablement, je pense, pour anticiper être bien en phase avec les attentes, quoi. Un premier exemple qui me vient à l'idée, alors succès, échec ou je sais pas, mais qui retrace bien une trajectoire, c'est le cas d'Airbus et du développement de Farmstar, qui est une technologie qui est aujourd'hui quand même très utilisée, alors même si ça a pu évoluer. Au début, Airbus a voulu y aller tout seul, c'est-à-dire utiliser les images de spot pour mettre à disposition, vendre de la carto, de prédiction, de biomasse et de ferti, etc., pour le blé, l'orge et le maïs. Ils sont plantés au début. Et donc après, ils ont changé d'optique, il y a des gens d'Arvalis ici, donc ils ont passé en partenariat avec Arvalis pour co-développer l'outil. Et surtout, pas le vendre en tant que tel, mais devenir un standard qui est compatible avec différentes offres de conseils en fertilisation. Donc ils ont fait cette démarche. Alors après, on revient sur le temps, quoi. Ça 20 ans pour arriver à ça. Donc c'est peut-être sûrement beaucoup trop long et il y a des moyens
d'accélérer. Je pense que ADS aurait pu avoir une stratégie différente peut-être dès le début. Alors après, est-ce que ça marche ou pas dans la pratique? Je suis pas agronome, je suis pas capable de dire ce que ça produit comme changement, etc. Mais en tout cas, il y a une trajectoire là. Et après, il y a d'autres boîtes plus petites. Je connais dans certaines boîtes de logiciels où très vite, ils se sont appuyés sur un modèle Tupperware où pour vendre mes produits et les développer, je vais avoir des agriculteurs sur lesquels je vais investir particulièrement pour comprendre les usages, comprendre comment ils font. Et ce sont eux ensuite qui organisent la diffusion. Donc il y a quand même eu des cas, quelques cas comme ça qui ont développé des collectifs sur lesquels ils s'appuyaient pour développer les technologies. Auquel on ne pense pas toujours sur le numérique, c'est la sélection génomique, parce qu'au fond, elle a été absolument révolutionnaire pour l'élevage. Elle était basée sur une organisation de très longue date, avec une collecte de données massive. On était déjà dans le big data, évidemment. Et en fait, l'innovation, ça a été le séquençage du génome et la mise en évidence de polymorphismes multiples sur les génomes. Et au fond, l'exploitation de puces à ADN qui ont permis de caractériser des dizaines de milliers de polymorphismes. Et on appelait ça, donc on a affiné les génotypes. Et ça a totalement transformé l'organisation des filières. On n'avait plus besoin de faire du phénotypage, notamment parce qu'en fait, un taureau, fallait l'indexer au fond sur la descendance. Donc en fait, ça prenait 2-3 ans avant de pouvoir au fond indexer un taureau. Et là, en fait, sur une information génomique très rapidement obtenue, en fait, on pouvait directement indexer les taureaux. Ça, c'est une innovation à laquelle on ne pense pas souvent, qui est basée sur du numérique, une organisation de la profession. Et la profession, en très peu d'années, a totalement changé sa manière de fonctionner. Voilà. Je considère que c'est une vraie réussite. Voilà. Et en fait, au départ, ça a été sur des très grandes races. Et en fait, maintenant, la sélection génomique, elle opère aussi sur des petites races. Donc voilà, il ne faut pas oublier cet exemple-là. Alors, en écoutant la table ronde précédente et puis en vous écoutant, il y a une réflexion qui me vient, c'est que on travaille avec des gens qui sont contraints, donc des agriculteurs qui sont dans des conditions économiques, techniques difficiles, et dans un contexte contraint, on veut leur donner des solutions qu'ils doivent adopter. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont les adopter ou pas? Et il y a une autre question qui se pose, c'est la répartition de la valeur, et ça a été évoqué. Et donc, est-ce que déjà, il ne faudrait pas se poser cette question-là en disant, plutôt que d'essayer d'optimiser un maximum quelque chose pour qu'il soit adopté par quelqu'un qui est contraint, il ne faudrait pas commencer par décontraindre, c'est-à-dire se poser d'abord la question de la répartition de la valeur, et pourquoi ne pas utiliser le numérique au service de cette répartition de la valeur. Un exemple, un Yuka de la répartition de la valeur qui me dirait sur un produit combien je rémunère l'agriculteur, combien je rémunère les acteurs de l'ensemble de la filière pour me permettre de faire des choix éclairés. Et peut-être que le numérique, dans ce sens-là, aurait la vertu de remettre un petit peu les curseurs par rapport à l'effort tel qu'il est porté par l'ensemble des acteurs. Je veux pas rentrer dans le débat, effectivement, programmation, marché contraint, marché libre, etc. Enfin, c'est pas l'objectif. Par contre, on conçoit plus, en tout cas côté robotique, comment est-ce qu'on peut accélérer la mise à disposition de solutions, c'est-à-dire concrètement être capable à un moment que l'agriculteur, par rapport à sa réalité, par rapport à ses cultures, par rapport à la taille de son exploitation, enfin tout son environnement, il ait la capacité de choisir. Et actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. On lui demande d'arrêter d'utiliser des intrants chimiques, mais il n'a pas d'alternative possible sur la table viable.
Donc c'est pas une question de le contraindre ou de le décontraindre, c'est comment est-ce qu'on lui apporte des alternatives et qu'il lui-même soit un acteur de choix et en capacité de décider ce qu'il veut faire de son exploitation. Pour qu'il soit en capacité de décider, non seulement il faut qu'il ait une offre de technologie qui soit disponible, une alternative, quelle qu'elle soit, mais en plus qu'il soit formé et qu'il puisse avoir les concepts, les clés pour être capable de choisir de manière éclairée. Donc c'est pour ça que le travail, il est vraiment à faire, à mon sens, au niveau de toute la filière, pas qu'au niveau économique, et les aspects formation sont importants. J'ai vraiment apprécié la table ronde précédente parce que ça a apporté beaucoup d'éléments et je pense que je vais avoir beaucoup de discussions avec les intervenants de la table ronde précédente. Mais après, voilà, l'offre technologique, dans tous les cas, c'est une offre avant tout. Donc notre boulot à nous, en tout cas, côté Grand Défi, c'est d'accélérer et simplifier la maturation de ces technologies pour que ce soit une réelle offre et pas simplement une promesse. Et ce qui est important aussi par rapport aux agriculteurs, c'est que de bien avoir en tête que lorsqu'on arrive avec une promesse, on lui met à disposition, on peut le financer de toutes les manières qu'on veut. Si on lui met à disposition un robot ou une solution qui marchote ou qui marche à moitié, sur lequel il doit devenir codeur pour être capable de le faire marcher, bah, le truc, il va tout simplement pas l'utiliser parce qu'effectivement, sa problématique, c'est avant tout de produire et de produire en qualité. Donc, il ne peut pas investir un temps pour aider à finaliser le développement d'une solution. Donc, c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on adresse les subventions, lorsqu'on travaille sur le développement des technos et la pénétration. Il y a plein d'acteurs qui sont super importants, comme les CUMA, comme les ETA, qui sont extrêmement importants pour être capables justement de faire ce tampon dans la fin de l'adaptation de la technologie à la réalité du terrain. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... je vais apporter un élément, sans rentrer dans le détail non plus. Je pense que la proposition dont vous parlez, oui, c'est un peu une solution, mais c'est une toute petite solution à ce problème. Et je pense que, on ne va pas rentrer dans les débats, mais les problèmes de valeur qu'il y a en ce moment, c'est des problèmes de compétition sur le coût du travail, essentiellement. C'est-à-dire le premier problème, c'est pas de la technologie, c'est du coût du travail entre agriculture. Et pour moi, c'est important aussi de remettre, pour pas tomber dans le technosolutionnisme, c'est de se dire quel type et quelle échelle de problème la technologie numérique va aider à résoudre. Enfin, elle va pas résoudre complètement les problèmes de valeur. Alors, ça peut aider, bien sûr, ça peut être une marge de progrès. Mais le premier point sont sur des fonctionnements, des politiques économiques bien plus grandes que ça. Et du coup, c'est pas donner l'illusion non plus que quelle est la part de la dans d'autres domaines, je pense que la technologie numérique peut être vraiment centrale et faire avancer très significativement. Dans le partage de la valeur, je pense qu'il y a une possibilité, mais sur les grandes productions, le principal problème, il n'est pas juste dans le partage de la valeur en France, il est dans la façon dont on voit les coûts de production dans d'autres pays, si je parle un peu en tant qu'économiste. Donc, Bonjour, oui, Roland Lenain, moi je suis chercheur à INRAE. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur le côté appropriation et le côté formation, puisqu'on en a reparlé là. Et j'aurais voulu savoir votre point de vue dans le processus d'innovation par rapport à tout ce qui était atelier participatif et co-création, parce que c'est aussi un moyen d'impliquer les agriculteurs au plus tôt du processus d'innovation, et donc de faire qu'ils vont pouvoir prendre en main ces choses plus facilement, sans forcément rentrer jusque dans le détail ils doivent devenir codeurs pour pouvoir régler la machine ou le robot. Mais au moins ils sont impliqués, et ça permet d'avoir des outils qui seront adaptés à leurs besoins. D'un côté, puis par rapport aux contraintes agroécologiques de l'autre. Donc voilà, votre opinion par rapport à ça, est-ce que c'est souhaitable de le mettre dans le processus d'innovation, puis à ce moment-là, ça peut peut-être poser aussi des problèmes de protection intellectuelle à partir du moment où il y a des trucs participatifs. Merci. Je suis assez nuancé sur la démarche. Là, actuellement, là, côté Grand Défi, par exemple, la semaine prochaine au FIRA, on a un hackathon qui est organisé sur une problématique spécifique pour essayer de lever un verrou technologique en quelques jours, que les savoir-faire, les SS2I ou les universités puissent essayer de proposer des solutions. Le principal intérêt que je vois au hackathon, c'est avant tout déjà de faire discuter et rayonner un petit peu les savoir-faire. La solution technique qui va sortir de cette initiative, je ne suis pas persuadé qu'elle sera réutilisée ou réutilisable par la suite. Et si elle l'est, tant mieux.
Mais la première valeur que je vois à ce type d'événement, c'est effectivement d'avoir une agora dans laquelle différents acteurs qui ne se seraient jamais rencontrés autrement se rencontrent et soient en capacité de discuter. Ça crée des synergies, ça peut créer de nouvelles dynamiques. Donc ça, c'est super. Ensuite, le deuxième sujet, c'est pareil, une deuxième initiative la semaine prochaine au FIRA, venez à Toulouse. On a le dernier jour du FIRA, je vais présider un symposium sur l'autonomie. Et donc là, l'objectif, c'est que l'après-midi, il y a un barcamp avec des thématiques. Aujourd'hui, l'autonomie d'un agroéquipement dans les champs, c'est-à-dire on met une machine, une moissonneuse, un robot désherbeur, etc., sans aucun pilote dans les champs. Ça va révolutionner pas mal de choses sur les méthodes de travail, sur les coûts du travail, sur la valeur ajoutée, etc. Et donc là, on va créer un barcamp dans lequel tout le monde sera amené à collaborer sur des thématiques précises, une thématique par table, donc une thématique sur les risques, une autre sur les standards, une autre sur l'interopérabilité, etc., etc., de manière à essayer de produire un livre blanc et des recommandations sur qu'est-ce qui existe et quels seraient les manquants dans l'existant pour ensuite orienter un petit peu soit les recherches publiques, soit donner des idées aux acteurs privés qui pourraient voir de la valeur à se positionner sur certains points. Donc les initiatives collectives, c'est extrêmement intéressant, mais il faut encore qu'on réfléchisse à comment intégrer tout ça dans un schéma plus global pour être capable de l'utiliser correctement. Voilà. Je vais juste rajouter un point. Je suis vraiment pas expert de la question, mais je pense que c'est pour faire la pub pour d'autres projets du PEPR, dans lequel je suis pas. Mais je pense que dans le PEPR, il y a vraiment des experts. Bon, il y a déjà le projet Linda qui a été présenté ce matin par Annie et les collègues. Il y a aussi le projet co-breeding auquel participe Julie Labattu, qui est en sciences de gestion. Juste un vrai champ de recherche où il y a beaucoup de méthodologies différentes qui sont disponibles pour organiser ces phases de co-conception. Et je pense que dans le collectif du PEPR, il y aura des ressources et des moyens de discuter. Enfin, je ne sais pas comment sera organisé, mais je pense qu'on pourra organiser des échanges avec ces experts. En tout cas, c'est un champ qui se développe pas mal, où il y a même un peu d'état de l'art et sur les façons d'organiser ça. Donc on est arrivé au bout de cette table ronde. Merci encore pour vos contributions. Merci au public d'avoir posé des questions. Merci au PEPR d'avoir organisé cette table ronde. C'était particulièrement intéressant. On clôt la matinée en tout cas, donc bon appétit à tous. J'ai oublié de dire que j'étais directrice adjointe de Digitag, donc c'est référence à Véronique quand même, et c'est pour ça que je suis aussi dans le conseil scientifique. Voilà, beaucoup de solutions, beaucoup de terrain, et à nous de faire en sorte que ça puisse fonctionner et que les solutions trouvent preneurs ou que les preneurs trouvent solutions.